Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le projet de contournement nord-est de Cotonou ne sera pas exécuté dans sa forme initiale. Un nouveau tracé a été redéfini par le gouvernement qui veut tenir compte de la nouvelle configuration de sa réalisation et éviter au maximum la démolition des habitations situées dans l'emprise préalablement définie. La décision d'études complémentaires a été prise en Conseil des ministres du 15 janvier 2020, présidé par le chef de l'État en personne. Des détails dans un instant. Le 16 janvier 1977, Bob Denard et ses acolytes mercenaires ont envahi le territoire béninois pour chasser Mathieu Kérékou du pouvoir. 43 années après, les Béninois s'en souviennent de cette opération militaire survenue 5 ans après l'instauration du socialisme. À suivre dans ce 19h, tout un dossier réalisé par la rédaction de ESAE Télévision à cet effet. En sport, après 2 sorties consécutives sur le continent, ESAE Football Club retrouve la Vitalor Ligue 1 ce dimanche avec un déplacement à Misrété pour affronter Asvo 3e au classement. Des précisions cette préparation dans cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Le parc de vente de véhicules d'occasion d'Ekpe dans la commune de Semekpoudji a été dans la matinée de ce jour aux environs de 11 h le théâtre d'une scène de braquage. Il s'agit d'un braquage à main armée qui a occasionné un décès et un blessé par balle sur le parc de vente de véhicules d'occasion d'Ekpe. Plusieurs millions de francs CFA contenus dans une mallette ont été emportés par les divorcés sociaux. La principale victime est un client qui serait venu acheter des véhicules d'occasion. Au petit matin du 16 janvier 1977, un avion se pose à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou au Bénin pour la mise en œuvre de l'opération Crevette contre le président marxiste-léniniste Mathieu Kérékou. Menée par un groupe composé d'une centaine de mercenaires armés jusqu'aux dents, africains et européens ayant à leur tête le célèbre mercenaire Bob Denard, cette opération baptisée Crevette déclenchée contre le peuple béninois fut un échec grâce à la détermination des soldats béninois à défendre la patrie au péril de leur vie. Dans l'élément à suivre, je vous invite, chers amis internautes, à revivre le film des événements de ce jour historique. Le dimanche 16 janvier 1977, un aéronef non programmé atterrit à l'aéroport international de Cotonou. Ceux qui descendent ne sont pas des passagers ordinaires. Ce sont des mercenaires qui laisseront dans l'avion un certain Gracien Poyon. Aussitôt descendus, les passagers lourdement armés de fusils de guerre assez perfectionnés et de roquettes se sont divisés en 2 grandes colonnes pour progresser vers le palais de la Marina où Mathieu Kérékou et la garde républicaine, épaulés par des soldats de l'armée nord-coréenne venus à Cotonou dans le cadre de la coopération militaire entre les 2 pays, ont opposé une riposte terrible aux agresseurs dirigés par Bob Denard. Les échanges de tirs ont duré plusieurs heures. L'armée béninoise, bien que matériellement inférieure et atteinte avec un bilan estimé à plus d'une dizaine de morts, a réussi à abattre un des chefs de guerre de Bob Denard et à faire replier
rallier la troupe qui a repris son avion en catastrophe pour rebrousser chemin. Bob Denard est un mercenaire rompu à la tâche qui a réussi plusieurs agressions du genre aux îles Comores. Il a été recruté par un groupe de Béninois expatriés et viscéralement contre le régime militaro-marxiste de Kérékou. À leur tête, Émile Dernin Zissou, qui a ouvert son carnet d'adresses au groupe pour l'aider à trouver le financement de ce sinistre projet. Le roi Hassan II du Maroc, les présidents Bongo et Adéman ont apporté leur contribution. Émile Dernin Zissou a confirmé être bien impliqué dans ce coup car il en était informé de la préparation de l'action. Nous étions un groupe de compatriotes dahoméens à préparer une action de libération de notre pays, du gouvernement qui y régnait, au nom du marxisme-léninisme, à peine lu et pas digéré. Un pouvoir insupportable, nuance-t-il. Ce jour, 16 janvier 2020, marque le 43e anniversaire de l'attaque du Bénin par les mercenaires conduits par le tristement célèbre Bob Denard, déjà auteur d'un coup d'État aux Comores. Un événement qui survient 5 ans après l'avènement du président Mathieu Kérékou au pouvoir et l'instauration du socialisme. Plusieurs noms avaient été cités dans cette affaire dont le but était de déstabiliser le régime révolutionnaire animé par un projet d'équité dans les relations bilatérales en opposition aux normes de l'époque. 43 années après, Carles Kitomé établit dans son commentaire la similitude dans l'envie du président Talon de revoir les termes des crédits et le retour des biens culturels du Bénin. C'était sur l'émission Free Matin de ce jour. L'agression du 16 janvier 1977 rappelle beaucoup de choses à tous les Béninois qui ont quand même à cœur le devenir de ce pays. Dans la mesure où on nous a dit, et c'était vrai aussi, que une légion armée était descendue au Bénin et dans l'optique de faire tomber le pouvoir du président Kérékou dans le temps, et pour installer quoi? Parce que pour moi, c'est là la vraie question. S'ils avaient réussi leur coup, ça veut dire qu'ils auraient plongé le Bénin dans un chaos. Et parce que le président Kérékou était venu régler quand même un problème. On parlait du monstre à 3 têtes. C'était des problèmes de gestion très très compliqués. Et lui, au moins, il a pris le pouvoir. Il y avait un seul président. Il était arrivé en 1972. Et de 72, 5 ans après, il y a eu les mercenaires qui sont venus pour le destituer. Ça veut dire que le désordre qui régnait au Bénin arrangeait forcément certaines puissances ou bien certaines personnes qui voulaient ramener ce désordre. Et si nous avons entendu les gens, je crois quand j'étais tout petit, on évoquait souvent le nom du président Zissou qui aurait des liens avec cette agression. Ça a été dit pendant longtemps, pendant des années. Si cela était vrai, étant donné qu'il a été partie prenante de cette politique à laquelle le président Kérékou est venu mettre un terme, ça veut dire que forcément il y avait une intention de revenir au désordre qui régnait à la tête de ce pays. Et nous avons pu apprendre qu'ils étaient venus fortement armés pour mettre en échec tout ce que le président Kérékou avait mis en place. Unifier le pouvoir, créer l'école nouvelle. Il était venu avec un slogan à un moment donné, c'était « Comptons sur nos propres forces ». Et ce slogan n'était pas un slogan anodin, parce qu'il s'était aperçu que dans les échanges sur le marché international, parce que nous avions le franc CFA, nous étions très désavantagés. Il a voulu, parce qu'au départ, tout passait par la France, mais lui, il a estimé qu'il pouvait faire des achats dans les pays de l'Est sans passer par la France, parce que les gens faisaient de bonnes propositions. Mais pour le paiement, il fallait forcément passer par la France. Et l'argent qu'il apportait, le montant que le Bénin avait sur le marché, il ne pouvait pas disposer de tout ce montant-là pour faire ses achats. Donc, en ce moment, il a compris qu'avec les accords internationaux qui existaient en ce moment, il n'était pas avantageux pour nous d'aller tout le temps nous approvisionner à l'extérieur. Donc, il a dit aux Béninois, produisons le plus possible chez nous, comptons d'abord sur nos propres forces. Donc c'était un slogan qui était lancé et tous les Béninois devaient, quelle que soit leur profession, essayer de produire quelque chose, surtout ce qu'il faut manger pour que nous n'ayons pas faim, parce que quand le ventre creux, en fait, quand même n'a point de raison, ventre affamé, le raisonnement n'est plus bien. Donc il a voulu quand même que les Béninois soient à l'aise d'une certaine façon. Il a lancé cette politique, il a lancé l'école nouvelle où il fallait forcément que ceux qui sont à l'école apprennent à faire quelque chose. Donc des gens ont appris, on a vu Angélique Kidjo est un produit de l'école nouvelle, c'est un torrent, en fait, toute cette génération d'artistes est sortie de là. Les sportifs qu'on avait eu dans le temps étaient tous sortis de l'école nouvelle parce qu'ils avaient changé un peu la façon d'enseigner. Il fallait être aussi pratique.
43 années après cette attaque impérialiste contre le Bénin, les Béninois en gardent encore quelques souvenirs. La jeunesse est-elle informée de cet événement? Comment l'appréhende-t-elle? Élément de réponse dans ce Vox Populi réalisé par Carles Kitomé et Jacques Maouillon d'Almeida. Le 16 janvier me rappelle la date à laquelle les mercenaires sont venus au Bénin. Un beau matin. C'était le président Mathieu Kérékou qui était au pouvoir dans le temps. Ce qui s'est passé le jour-là, je pense que vraiment il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont trépassé par là, mais grâce à la mobilisation de nos forces armées et aussi notre président d'alors, il s'est fait qu'ils sont repliés. Parce que j'aurais appris que c'est lui qui a conduit le général, qui a conduit l'armée, les mercenaires dans le temps. J'ai appris que bon, s'il monte, s'il va dans un pays, il essaie alors de faire chose là. Donc bon, nous remercions notre armée et puis aussi les membres de nos ancêtres qui nous ont aidés le jour là et que bon, on a pu sortir le jour là. Bon, il y a je me rappelle qu'il y a Toto Poulain, il y a aussi bon, c'est le monsieur là que j'ai rappelé en dehors de ça. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire à propos alors de 7 janvier. Le 16 janvier me rappelle le jour où les mercenaires sont venus au Bénin pour prendre le pouvoir. Et suite à cela, il y a nos compatriotes, nos frères, les militaires, les citoyens qui ont riposté. Et ça finit par des bains de sang. Mais au finish, nous avons pu récupérer, nous avons pu prendre le pays en main et récupérer ce qui nous appartient. Ce que je peux dire par rapport à la date du 16 janvier. Sincèrement, je ne me rappelle plus. La place du souvenir, ça vous rappelle quoi? La place des souvenirs de ces personnes qui se sont battues, en quelque sorte, d'où ils ont commémoré leur MAC. Quand on parle des mercenaires, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Quoi? De ceux qui se sont battus pour qu'il y ait la révolution, ou du moins un truc de genre. Moi je suis pas trop dans ce genre de débat. Est-ce que vous avez entendu parler du fait que les mercenaires aient attaqué le Bénin une fois? Ah, question histoire. Ouais, je me rappelle. De quoi? C'est autant de Kérékou, non? Oui. De dire ce qui s'est passé, c'est ça? C'est ça, moi je me rappelle plus. Est-ce que moi je suis né autant de Kérékou même? Non. Compte tenu de ce qu'on m'a dit. En tout cas, il y avait la dictature, un truc du genre. C'est ça? On n'a pas dit qu'il y a les mercenaires qui étaient venus le 16 janvier, ça ne me rappelle pas vraiment grand-chose. Bon, si je me refais à ce qu'on m'a dit au cours primaire, un peu ce qu'on m'a raconté, il y a eu l'arrivée des mercenaires sur le territoire béninois, donc il y a eu pas mal de combats, mais en fin de compte, les mercenaires, ils ont laissé. Les Béninois étaient vaincus. Le 16 janvier a été marqué par l'arrivée des mercenaires au Bénin pour chasser le président Kérékou du pouvoir. Par mes connaissances scolaires, ça a été dit par le maître à l'école et après raconté
par les personnes âgées à la maison. La place des Martyrs est le monument érigé en mémoire des Béninois qui sont tombés en défendant la patrie face à l'agression impérialiste du 16 janvier 1977. Quel lien les Béninois font-ils entre cette place et cet événement? Suivons quelques citoyens rencontrés par nos reporters Carles Kitomé et Jacques Maouillon d'Almeida. Cette place a été immortalisée pour nous souvenir de ces martyrs qui ont lutté pour que ce qui nous revienne, ce qui nous appartient soit de droit. Donc cette place a été immortalisée en souvenir de ces martyrs qui ont lutté contre ces mercenaires-là. En dehors de ça, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire à propos alors de 7 janvier. Mais vous êtes venu à la place du martyr, oui. Place du Souveni. Quel lien y a-t-il entre le 7 janvier et la place du Souveni? La place de Souveni, je pense que avant c'était la place du martyr. Si on peut garder ce nom-là, ça peut nous rappeler alors ceux qui ont surcombé le jour-là. Mais la place de Souveni qu'on dit aujourd'hui, ça montre que vraiment on a oublié alors ceux qui sont surcombés et le jour-là. Ce monument a été réalisé en coopération avec la République populaire démocratique de Corée. 16 janvier 1979. La place des Martyrs a été érigée pour immortaliser la venue des mercenaires et la force dont les Béninois ont fait preuve pour les chasser du territoire. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier, mercredi 15 janvier 2020, sous la présidence effective du président de la République, Patrice Talon, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises. Il s'agit de la délimitation et déclaration d'utilité publique du périmètre de la zone économique spéciale de Glodjibé, de la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable au projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin, des modalités d'organisation des concours directs d'accès au corps des personnels de la police républicaine. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre le ministre de la Communication et des Postes et porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Délimitation et déclaration d'utilité publique du périmètre de la zone économique spéciale de Glodjibé. Les communes d'Abomey-Calavi, de Tori-Bosito et de Zé constituent un pôle de concentration de projets phares du programme d'action du gouvernement. En vue de soutenir la dynamique ainsi amorcée, un nouveau fonds de terre d'environ 10 000 hectares situé entre les trois localités a été identifié pour servir de zone économique spéciale. Dans le but de favoriser le développement des activités économiques, tout en préservant les agglomérations et les noyaux villageois, le Conseil a consenti à subdiviser le périmètre du projet en 3 lots. C'est à cette fin que le décret portant délimitation et déclaration d'utilité publique du périmètre concerné est adopté pour enclencher la procédure devant aboutir à la libération des sites concernés. Les ministres impliqués dans l'aménagement du domaine prendront les dispositions subséquentes relativement à la sécurisation des lieux, aux évaluations foncières et immobilières, puis au dédommagement des personnes affectées. Le Conseil a par ailleurs adopté plusieurs décrets portant modalités d'organisation des concours directs d'accès au corps des personnels de la police républicaine, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable au projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin. Sont également adoptés les décrets portant organisation, attribution et fonctionnement des ministères en charge
de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Le projet de contournement nord-est de Cotonou ne sera pas exécuté dans sa forme initiale. Un nouveau tracé a été redéfini par le gouvernement qui veut tenir compte de la nouvelle configuration de sa réalisation et éviter au maximum la démolition des habitations situées dans l'emprise préalablement définie. La décision d'étude complémentaire a été prise en Conseil des ministres du 15 janvier 2020, présidé par le chef de l'État en personne. À la recherche d'une meilleure option pour le Bénin et pour mettre en œuvre le nouveau modèle, l'exécutif a fait l'option de ne pas confier les travaux à un adjudicataire après les travaux préliminaires. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, lors de la conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. C'est certes un projet qui paraît à l'échelle de notre développement, un projet pharaonique. Mais nous allons rester modestes et réalistes. C'est un projet phare, majeur, auquel le gouvernement tient et c'est ce qui explique les précautions qui sont prises. Il y a déjà eu un ensemble d'études qui ont été menées et qui devaient conduire à la concession de ce grand chantier à un adjudicataire. La réflexion a amené le gouvernement à changer d'option et à retenir une option qui paraît bien meilleure. C'est-à-dire que le gouvernement est à la recherche de la solution la plus pertinente. Et cette recherche commande donc que de nouvelles études d'envergure soient réalisées afin que cet ouvrage qui fera beaucoup de bien au pays et qui desservira la ville de Cotonou, les contours de la ville de Cotonou puissent se réaliser. Compte tenu de l'ampleur de ce projet, on ne peut pas, sans se précipiter, dire que l'ouvrage sera réalisé au cours de ce quinquennat. Mais ce qui est constant et certain, c'est qu'il va démarrer dans les semaines ou tout au plus les mois à venir. C'est-à-dire que des jalons importants de ce projet seront lancés, seront plantés bientôt par les cadres concernés. C'est un projet qui comprend par exemple des ponts et ces ponts seront lancés au cours de cette année 2020. Je crois que tout est fin prêt pour cela. Et nous reculons non pas pour retarder la réalisation de ce projet, mais c'est pour éviter le plus de dommages collatéraux, par exemple d'éviter le nombre de déclarations d'utilité publique ou de Béninois qui pourraient éventuellement être dépossédés de leur habitat. C'est dans ce cadre et dans ce souci que des études complémentaires sont menées. Donc je peux vous dire sans me tromper que le projet démarrera dans ses phases essentielles au cours de ce quinquennat et plus précisément au cours de l'année 2020. Annoncée depuis quelques mois, la libération de la berge lagunaire de Dantokpa est enfin effective. Les engins lourds ont procédé à la libération de la berge la semaine dernière en démolissant les installations qui y figuraient. Il y a quelques semaines avant cette opération, Armand Gansset, directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes, et le préfet intérimaire du littoral Jean-Claude Kodia ont présenté aux personnes concernées par l'opération les mesures d'accompagnement envisagé. Le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla, lors de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres, est revenu sur le bien fondé de cette opération. Votre question me donne l'occasion de rappeler, de confirmer qu'on n'est pas du tout dans le populisme, parce que le populisme, c'est généralement caresser les gens dans le sens des poils. C'est bien ce que l'on dit. Alors que cette opération de libération de la berge lagunaire est une opération impopulaire mais nécessaire. Le président de la République, qui a toujours été ferme dans ce qu'il faut faire pour que le pays avance, et l'a rappelé à l'occasion de ses vœux aux chefs d'institution, a bien dit que les responsables politiques, y compris lui le premier, doivent prendre leurs responsabilités, que ça fasse mal ou pas, afin que le pays avance.
Et dans un précédent compte rendu en votre présence, nous avons rappelé que la société de gestion des déchets ménagers solides, donc du lac Nokwe, allait démarrer ses activités et que le préalable à ces activités, c'est de débarrasser le pays des 1000 points noirs, c'est-à-dire des tas d'ordures sauvages, de ces immondices qui encombrent l'environnement. Mais la libération de ces berges lagunaires participe de cette opération puisque squattent sur le terrain non seulement des gens qui n'y ont pas droit, mais des constructions qui dénaturent l'environnement et surtout ces points noirs, ces tas d'ordures, ces tas d'immondices qui polluent l'environnement, polluent l'atmosphère et polluent même la vue. Dans d'autres pays, aux abords des lacs, vous avez des endroits reposants, des endroits propres, qui ne peuvent donc tolérer que nous ayons ces déchets. Alors, même si ça ne va pas être facile, cela se fera pour l'assainissement du cadre de vie. Et fort heureusement, les échos qui nous parviennent indiquent que nos compatriotes comprennent très bien la nécessité de cet assainissement, puisque c'est pour le bien-être de tous, acceptent l'opération et sont manifestement prêts à l'accompagner. C'est vous dire que cette opération a lieu, se poursuivra, ira jusqu'à son terme, afin que nous parvenions à une opération de plus grande envergure, à savoir l'assainissement complet de ce lac et de ses abords. Le chef de village de Glotokpa, dans l'arrondissement d'Akasato, Séverin Hongpeme, n'est plus aux affaires. Ceci fait suite à un arrêté communal portant suspension du chef village de Glotokpa, dans l'arrondissement d'Akasato, pris par le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada. Ce document qui date du mardi 14 janvier 2020 fait par ailleurs mention des fautes commises par l'ex-chef village de Glotokpa. En effet, il lui est reproché des fautes graves si elles sont avérées. Il s'agit de décisions prises unilatéralement et liées aux affaires domaniales, mais désapprouvées par le conseil d'arrondissement d'Akasato en sa session du 11 septembre 2019. Au demeurant, le dit conseil a demandé au maire de prendre une sanction disciplinaire à son encontre. Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, a accédé aux demandes de clémence des 11 arbitres sanctionnés en octobre dernier. Dans une correspondance, il a notifié au président de la commission des arbitres la levée totale de la sanction de Modeste Komankoni, Jérôme Vlavonou, Fadel Denika, Mathias Adakidje, Marcel Mevoyon, Rachidi Idrissou, Zizka Lecho, Roméo Demaou, Constantin Assoto et Aristide Assogba. Ces officiels de la Fédération béninoise de football vont retrouver le chemin des installations sportives et pourront officier les matchs des différents championnats du Bénin. Dans ce cadre, il a invité ces hommes en noir à exécuter leurs fonctions dans les règles de l'art, de peur de se voir infliger d'autres sanctions à la récidive. Faut-il le signaler, ces arbitres ont écopé d'une sanction de 2 à 1 demi-saison pour avoir été soupçonnés de corruption et de légèreté lors des rencontres des championnats de Ligue 1 et 2. Après 2 sorties consécutives sur le continent, Esaïe Football Club retrouve la Vitalor Ligue 1 ce dimanche avec un déplacement à Misrété pour affronter Asvo, 3e au classement. Les poulains de Richard Biot sont 4e avec 2 matchs en retard à 6 unités du leader Aema FC, 26 points jouant sur 2 tableaux. L'entraîneur entend défendre le nouveau statut de son équipe à la fin de la phase de groupe en dépit de quelques difficultés. Je vous invite à suivre Richard Biot au micro de Larios Adiagbeno. Non, reconnaissez une chose, Esaïe joue sur plusieurs tableaux. Esaïe joue coupe compétition, Esaïe joue championnat à la fois. Maintenant, nous accumulons des matchs de retard. C'est normal. Et ce n'est même pas fini parce qu'on va encore en accumuler. Parce que dans 2 semaines, on joue Berkane. La semaine suivante, on va jouer au Congo. Donc forcément, nous allons accumuler aussi d'autres matchs. Il faut reconnaître que c'est difficile pour Esaïe. Et Aïma joue sur un seul tableau. Il joue le championnat, il s'apprête, il joue les matchs les uns après les autres. Par contre, nous devons nous apprêter, jouer à la fois et le championnat et la Coupe CAF. C'est un peu compliqué. Des fois, nous jouons avec des joueurs qui sont blessés. Vous savez, le football, et
Là, j'ai plein de blessés. Hein. Je fais avec eux. Je suis même obligé des fois à demander à certains joueurs de jouer même avec des blessures. Parce que l'effectif, il est réduit et il faut forcément faire les matchs. Donc quand vous dites que jouer sur plusieurs tableaux, c'est un atout, non, pas forcément. Quand vous consacrez à une seule compétition, c'est plus facile que celui qui joue sur plusieurs tableaux. Oui, nous avons fini avec beaucoup de satisfaction parce que nous avons marqué l'histoire du football béninois. Déjà une première participation et une première qualification en phase de poule. Je crois que cela n'est plus arrivé il y a très longtemps. Donc c'est d'abord déjà une satisfaction. Et maintenant, après cette compétition, nous allons maintenant désormais nous concentrer sur le championnat et voir ce que ça va donner. Comme nous l'avons fait la saison dernière, si l'opportunité s'offre à nous, nous allons la saisir. Mais dites-vous que nous n'allons pas baisser les bras, nous allons jouer à fond et comme on le dit, défendre notre nouveau statut. À présent, les informations de nos frontières à travers la page Inter qui s'intéresse à l'actualité au Togo, aux Comores, en Centrafrique et en Russie. C'est une signature d'Anifat Boukari. Démarrons cette page par l'actualité au Togo. Le Front citoyen Togo Debout et plusieurs organisations de la société civile togolaise ont dénoncé le 15 janvier les irrégularités qui entourent le processus électoral devant conduire à l'élection le 22 février prochain du président de la République. Foya Singbe est candidat à sa propre succession pour un 4e mandat face à 9 autres candidats. Plus on approche du jour de l'élection, plus la tension monte. La société civile se positionne aux avant-postes pour surveiller le processus. Un processus vicié et illégal selon le porte-parole de Togo Debout, le professeur David Dossé. Un grand procès concernant les crimes commis à Bangassou et sa région en 2017 s'est ouvert ce 15 janvier à Bangui, en Centrafrique, devant la cour criminelle. Plus de 30 prévenus sont présents devant la barre, dont le général Pino Pino ou Kevin Béré Béré, jugés pour différents crimes, notamment le meurtre d'une dizaine de casques bleus ou l'attaque du quartier de Tokoyo à Bangassou, qui a fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de déplacés. Le premier tour des élections législatives aura lieu ce dimanche 19 janvier aux Comores. L'opposition a décidé de les boycotter. Si quelques candidats indépendants se sont lancés dans la course, la campagne électorale a été plutôt confidentielle. Avant le scrutin du 19 janvier, les électeurs ne voient pas grande différence entre les candidats de la mouvance présidentielle. La réalité est plus nuancée, selon Kassim Ibrahim, candidat du parti Orange du ministère de l'Intérieur au nord de la capitale, Moroni. Et pour finir en Russie, le premier ministre russe Dmitry Medvedev a présenté mercredi au président Vladimir Poutine la démission de son gouvernement, une annonce surprise après un discours du chef de l'État annonçant des réformes de la Constitution. Nous, en tant que gouvernement de la Fédération de Russie, devons donner au président de notre pays les moyens de prendre toutes les mesures qui s'imposent. C'est pour cela que le gouvernement dans son ensemble donne sa démission, a dit, selon les agences russes, Dmitry Medvedev. Le président Vladimir Poutine a d'ores et déjà désigné son remplaçant, Mikhail Mishustin, le patron du fisc russe inconnu auprès du grand public. Chers amis internautes, ainsi se referme cette édition du journal télévisé sur Eusa TV. Merci pour l'attention et agréable soirée à toutes et à tous.